Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur système de productivité qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Il a été créé par l'expert numéro 1 mondialement connu, Ali Abdaal, et qui s'appelle Feel Good Productivity. C'est vraiment un bijou, ce livre que je te conseille énormément. Tu peux le retrouver sur Amazon. Si tu as envie de le lire, je te le conseille énormément. Mais dans cette vidéo, ce que je vais te présenter, c'est un résumé complet sur un mind map. J'ai pu mettre tout le livre sur un mind map, te mettre les principaux concepts pour que toi, à la fin de cette vidéo, tu puisses comprendre à quoi correspond Feel Good Productivity, mais surtout que tu puisses l'appliquer dès maintenant. Je m'appelle Hugo et j'ai 21 ans. Je suis un grand fan d'apprentissage, un grand fan de productivité. J'aurais aimé que Ali Abdaal sponsorise cette vidéo, mais ce n'est pas le cas. Mais je suis un grand fan et pour le coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te faire, c'est un résumé du meilleur livre de productivité qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est surtout de te présenter tous les concepts et que tu puisses les intégrer directement dans ta journée. Aujourd'hui, je vais t'inviter surtout à prendre des notes parce que tu es sur une chaîne d'apprentissage. Surtout, ne la regarde pas comme une série Netflix. C'est une vidéo de pure valeur. Chaque seconde, chaque minute vont être de pure valeur. Surtout, prends des notes. Donc, on va commencer avec un ordre chronologique. Je vais prendre le livre du début jusqu'à la fin. On va dans un premier temps comprendre à quoi correspond Feel Good Productivity et ensuite, on va essayer de comprendre tous les systèmes, tous les concepts que Ali Abdaal veut nous partager dans ce livre. On démarre dans un premier temps avec à quoi correspond Feel Good Productivity. Il nous parle de cette notion de bonheur. Je pense que tu l'as compris dans le titre. Cette notion de bonheur, elle est très importante. Feel Good Productivity veut prouver que le bonheur a un impact direct sur notre productivité. Pour ça, on démarre avec une expérience très simple de Carl Dunker qui a utilisé l'énigme, peut-être que tu connais déjà, qui est de fixer cette bougie sur un mur. Le problème en fait qu'on a nous, c'est qu'on a la fixité fonctionnelle. Donc on appelle ça la fixité fonctionnelle, c'est qu'on a un blocage mental qui nous empêche d'utiliser des objets d'une façon différente de celle prévue. C'est-à-dire que dans cette énigme, on n'a pas la notion de se dire attendez, la boîte, je peux l'utiliser pour la fixer au mur. Alors que dans un premier temps, on va avoir l'utilité de la boîte qui est normalement de juste stocker les punaises. Ce problème-là, il a été donné à deux groupes. Un groupe, on leur a donné des friandises, donc on a essayé de stimuler une notion de bonheur, entre guillemets, et l'autre groupe, on leur a rien donné du tout. Et à la fin de cette expérience, Carl Dunker nous fait comprendre que le groupe numéro 1 a eu un meilleur taux de réussite à cette énigme que le groupe numéro 2. Résultat, le fait d'aborder un problème en étant plus heureux nous rend plus susceptibles de le résoudre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 4 hormones qui sont liées directement au bonheur. La dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. Je ne vais pas te faire un cours sur ces différentes hormones, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cycle. Le bien-être va générer de l'énergie, cette énergie va être utilisée pour stimuler la productivité, et le fait d'être productif va nous rendre bien plus heureux et du coup avoir cette notion de bien-être. Donc là, ce que tu comprends, c'est que le bonheur est intimement lié à la productivité. Aujourd'hui, le fait d'être heureux nous apporte plus d'énergie, nous apporte moins de stress et du coup plus de bonheur. Et bien sûr, ce qui nous importe le plus dans cette vidéo, c'est d'avoir plus de productivité. Maintenant que tu comprends à quoi correspond Feel Good Productivity, Ali Abdaal nous fait part de 3 gros sujets: le jeu, le pouvoir et les gens. Donc on va commencer dans un premier temps par le jeu, mais tu vas comprendre que ces 3 notions-là vont nous amener à la source de la productivité. Donc c'est des choses que tu n'as jamais entendues aujourd'hui sur YouTube ou autre, à part dans le livre de Ali Abdaal. On commence du coup avec le jeu, on va revenir un peu en enfance. Le but, c'est que tu choisisses un de ces personnages parmi ces 8 personnages, que normalement il y en a un obligatoirement qui te correspond. Peut-être que tu es un collectionneur, donc tu es une personne qui rassemble et organise. Tu vas avoir le compétiteur qui est là pour gagner et adore jouer. Tu vas avoir l'explorateur, explorer et découvrir. Créateur, créer, réaliser, donc voilà, tu aimes beaucoup réaliser des vidéos, prendre des photos. Conteur, qui adore raconter des histoires, imaginer. Le joker, donc on l'appelle le joker, c'est celui qui aime beaucoup rire, qui aime beaucoup faire des blagues. Ici, le réalisateur, donc planifier et diriger. Et pour finir, le kiné, donc celui qui aime beaucoup le sport et surtout acrobate. Peut-être que tu te reconnais dans plusieurs de ces personnages, c'est normal, mais il y en a un normalement que tu aimes le plus, ok, qui te ressemble, on va dire, le plus. Moi, je suis quelqu'un qui adore gagner et adore jouer, donc je suis quelqu'un de très compétiteur. Et en fait, le but dans tout ça, ça va être d'utiliser ce personnage pour chacune des tâches qu'on va réaliser. Nous avons tous une personnalité différente. Le fait de savoir ce qui nous plaît au fond peut nous permettre de transformer chaque tâche en quelque chose que nous aimons. Exemple, si vous êtes plutôt kiné, alors vous voyez chaque tâche comme un moyen de performer et de tenter de vous améliorer à chaque fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes conteur, peut-être, vous aimez raconter des histoires, et la tâche que vous avez à faire, c'est peut-être réaliser une liste d'emails, réaliser une page de vente, peut-être que vous êtes copywriter, et bien pourquoi pas utiliser cette notion de conteur, d'imaginateur pour réaliser cette tâche. Et ça va apporter énormément de valeur, mais surtout rendre ludique la tâche en cours. Ensuite, maintenant que vous avez choisi votre personnage, on va avoir 5 points pour rendre plus ludique
chacune de nos tâches. Donc la première chose à faire, ça va être sur la curiosité. Ali Abdaal nous fait part que la curiosité, quand nous étions enfants, nous donnait une envie profonde de s'intéresser à un sujet et de le conquérir. Quand nous sommes dans un jeu, peut-être un jeu ouvert, on a toujours cette notion où on va aller partout. On va aller découvrir cette grotte, on va aller découvrir cette plaine. On adore découvrir des choses qui de base ne sont pas dans l'histoire. Ici, à chaque fois qu'on va démarrer une journée, on va avoir notre liste de tâches qui est basique avec les tâches que nous avons à faire. Mais ce qu'il faut se demander en début de cette journée, c'est quelle serait la tâche secondaire? Quelle serait la quête secondaire de cette journée? Imaginons, vous aimez peut-être la musique. Dans aucune de vos tâches, il y a cette notion de musique, faire de la musique, créer une chanson ou autre. Et bien la quête secondaire d'aujourd'hui, c'est de créer une chanson, d'aller découvrir ce domaine un peu plus en profondeur et de se demander à chaque début de journée quelle serait cette quête secondaire. Ensuite, en deuxième point, toujours dans cette notion d'enfance, on a toujours une façon quand nous étions enfants de rendre plus ludique la tâche, c'est-à-dire de la rendre plus plaisante. Si aujourd'hui tu es étudiant et que réviser c'est une vraie galère, essaie de te poser la question, comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus plaisante? La plupart des gens vont utiliser la musique, peut-être que tu aimes la nature, donc le but ça va être que tu te retrouves directement dans un parc pour réviser, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la tâche qui de base n'est pas plaisante du tout, on va essayer de la rendre la plus plaisante possible pour qu'on puisse la réaliser avec le plus de bonheur possible. Le point numéro 3 va être sur le process. Je dois me concentrer sur comment monter et non pas sur le haut du mur. Une expérience a été réalisée sur cette notion de process-résultat. Le problème, c'est qu'on est toujours intéressé par le résultat. Imaginons, tu es en train de réviser tes cours et tu es en train de te dire « ce que je veux, c'est une note. Ce que je veux, c'est réussir à avoir une bonne note. » Mais là, tu es en train de te concentrer sur le résultat et non sur le process. Cette notion, cette comparaison avec le mur d'escalade, c'est qu'on s'améliore énormément quand on se concentre plutôt sur le process que sur le résultat. C'est-à-dire que dans tes révisions, le but, ça va être plutôt de te concentrer sur comment je dois apprendre, quel thème je dois apprendre, quel chapitre je dois me concentrer, au lieu de te concentrer plutôt sur le résultat final. Et ça, c'est une notion que tu connais déjà, c'est-à-dire quand on était enfant, on se fichait littéralement du résultat, de combien de temps on allait mettre pour grimper le mur. Nous, ce qu'on voulait simplement, c'est comprendre quelles étapes je devais suivre pour atteindre le haut de ce mur. Pour le point numéro 4, qui est très important et commun à tout le monde, c'est l'échec. L'échec, c'est quelque chose qui peut te faire abandonner à tout moment. C'est une vision, on a tous une vision différente de l'échec. Ceux qui vont bien prendre l'échec et le voir comme une opportunité vont avoir plus tendance à réussir que les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun échec ne se résume à cela. C'est une invitation pour autre chose. Là, je suis pas en train de dire que dès que tu as un échec, il faut que tu passes à autre chose. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un échec, ça nous permet de s'améliorer. Il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose qui doit nous faire abandonner ou nous faire penser qu'on n'est pas fait pour ça. L'échec fait partie du processus. Quand on était enfant, on ne pensait pas à l'échec. C'est-à-dire que tomber, c'était normal. Tomber de son vélo avant de pouvoir réussir à pédaler, c'était normal. Aujourd'hui, on a perdu cette notion-là et on se dit qu'un échec, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on est obligé, on n'est pas fait pour ça et qu'on ne doit pas continuer. Alors que quand vous étiez enfant, oui, vous êtes tombé 3, 4, 10 fois du vélo, mais c'est pas pour ça que vous vous êtes dit, le vélo, c'est pas pour moi. Cette notion-là, tu dois vraiment la retenir. Tu comprennes que l'échec fait partie du processus. Et pour finir, on a la partie 5 sur soyez sincère et non sérieux. Donc, ce que tu dois comprendre par là, c'est que quand on était enfant, on était toujours sincère. Donc, quand on jouait à des jeux ou autre, on n'est jamais très sérieux dans ce qu'on fait. Quand tu joues avec quelqu'un au Monopoly ou un groupe de personnes, on aime jouer avec des personnes qui, oui, sont sincères, c'est-à-dire qui se prêtent au jeu et qui rigolent, qui aiment perdre aussi. Alors que si on joue avec une personne qui est sérieuse, où là, vraiment, ce qu'elle veut, c'est gagner et non pas prendre des risques pour faire un peu durer le jeu, c'est dommage. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est prenez part au jeu sans en faire des caisses. Être sincère est bien mieux qu'être sérieux dans toutes les tâches ou tous les projets que vous allez réaliser dans votre vie. Donc maintenant que tu as compris cette notion de jeu, je t'invite à rejoindre le groupe de la Academy qui est dans la description. Donc c'est un groupe qui est totalement offert où tu vas pouvoir trouver toutes ces notions de Ali Abdaal et de productivité, bien sûr aussi sur l'apprentissage avec la lecture rapide, le mind mapping, la mémorisation. Le but, c'est que dans cette communauté, tu puisses passer ton apprentissage à un autre niveau. Donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description et on passe tout de suite à la suite avec le pouvoir. Donc qu'est-ce que Ali Abdaal veut nous faire passer comme message avec le pouvoir? On va avoir en tout 6 choses à voir ensemble, 6 expériences comme il les appelle. La méthode du social, l'approche Shōshin, confiance, l'effet protégé, le process et assumer votre étape d'esprit. On va commencer avec la méthode du social, maîtrise par procuration. Le fait de voir quelqu'un réussir nous montre que nous sommes nous-mêmes capables. Aujourd'hui, la méthode du social, c'est que quand tu vois quelqu'un réussir, tu te dis, attends, moi je suis capable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout domaine, tu vas essayer de t'identifier à quelqu'un qui a déjà tes résultats pour pouvoir réussir. C'est lié directement au pouvoir. Le fait de voir quelqu'un te
te pousse à te dire ok, moi aussi je peux le faire. Ensuite, on va avoir l'approche Shaoxin, donc qui a été utilisée par Michael Jordan, je pense que tu connais, qui est comment j'aurais réagi à cette tâche si j'étais un débutant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Jordan, à chaque fois qu'il démarrait un entraînement, se disait mais comment un débutant verrait cette tâche? Comment un débutant commencerait cet entraînement? Parce qu'un débutant, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, qui est là pour tester. Et cette notion de tester va nous aider à nous améliorer. Si on reste sur nos acquis, on est sûr qu'à la fin de l'entraînement, c'est terminé, on restera sur nos acquis, on ne se serait pas amélioré. Par contre, si on pense direct à se dire ok, je suis un débutant, qu'est-ce que ferait un débutant? Et bien là, on va tester de nouvelles choses. On va réussir à s'améliorer. À la fin de l'entraînement, on sera une autre personne. La méthode Shaoxin, tu peux l'utiliser dans toutes tes tâches aujourd'hui. Une tâche lambda, imaginons que tu dois créer une vidéo YouTube, et ben tu dois dire mais qu'est-ce qu'un débutant ferait à ce moment-là pour créer une vidéo YouTube? Et là, tu vas voir que ton esprit va t'ouvrir des portes que jamais tu aurais pu connaître. Ensuite, la méthode confiance, toujours liée au pouvoir, l'automotivation. J'en suis capable, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Donc pareil, il y a des études qui ont prouvé que le fait de s'automotiver nous permettait de réussir, d'aller plus loin dans les performances si tu es sportif. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la confiance est un moteur pour la réussite. À la fin de la journée, si tu n'as aucune confiance en toi, je pense que je ne veux pas te l'apprendre, très clairement, tu ne vas pas aller très très loin. Si tu arrives à t'auto-motiver, à te dire ok, j'en suis capable, pareil, méthode du social, j'ai vu quelqu'un y arriver, pourquoi pas moi? En fait, ça, tu vas te le répéter chaque matin. Ça fait un peu gourou, je l'avoue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, c'est quelque chose de très 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 important. De t'auto-motiver va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans tes projets. Nous avons ensuite l'effet protégé, le premier de la fratrie, capable d'enseigner ses expériences et d'aider les plus jeunes. Ce qu'il faut comprendre avec l'effet protégé, c'est que dans toute fratrie, le premier a toujours en fait de meilleures réussites. Donc bien sûr en grande majorité. Chaque premier de la fratrie va être capable d'enseigner ses expériences aux plus jeunes. Il va tester de lui-même et ensuite il va les enseigner. Ici, il ne faut pas comprendre que tu es le premier de la fratrie, tu dois prendre tes responsabilités et du coup enseigner aux plus jeunes ce que tu as vécu et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est le fait d'enseigner. Enseigner, c'est la meilleure façon aujourd'hui d'intégrer des connaissances. Et pour le premier de la fratrie, d'avoir des expériences et d'ensuite les enseigner. Ce qui lui permet ensuite d'intégrer les connaissances bien plus facilement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les premiers de la fratrie, en grande majorité, ont de meilleures réussites. Là, si tu es le deuxième, le troisième, le quatrième ou plus, ne te dis pas « je vais pas réussir ». Ce qu'il faut comprendre en fait par là, par cet effet protégé, c'est que le fait d'enseigner à quelqu'un aujourd'hui tes compétences, tes expériences, va te permettre d'avancer beaucoup plus et d'intégrer bien plus toutes les connaissances que tu as pu acquérir. Nous passons au process, comprendre le process afin de l'améliorer. Je dois savoir si je peux automatiser ou améliorer ma façon de réaliser cette tâche à chaque moment. Pour chaque chose que tu vas faire, chaque tâche, tu dois te dire mais attends, là aujourd'hui je fais cette tâche de cette façon. Donc on repense à la méthode Shaoxin. Qu'est-ce que ferait un débutant? Comment je dois interpréter cette tâche? Est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que je peux aller plus vite sur cette tâche? Et c'est cette question que tu dois te poser sur le process. Pour chacune des tâches, moi je vais me poser la question, ok, est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que cette tâche peut aller beaucoup plus vite pour la faire? Parce que souvent on a des tâches récurrentes, révision ou autres. Ces tâches-là, elles sont possibles d'être améliorées. Le process peut être amélioré. On va pouvoir l'automatiser pour bien sûr avoir une meilleure gestion de notre temps. Et pour finir, assumez votre état d'esprit. Pourquoi aujourd'hui je fais cette tâche? Transformer je dois en je choisis. Ali Abdaal nous fait part d'une expérience qu'il a eue à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il allait terminer sa journée, mais une des infirmières lui a dit qu'une patiente attendait sa perfusion pour du coup se sentir mieux parce qu'elle était pas mal dans le mal, hein, très clairement elle était dans le mal. Et Ali Abdaal devait terminer à ce moment-là, mais il restait 5 minutes avant que le médecin de garde arrive. Ali Abdaal a été obligé d'aller faire cette perfusion, mais il y allait à reculons parce qu'il s'est dit waouh, moi je devrais être sur le chemin du retour à ce moment-là, et il est un peu mécontent parce que là il est obligé pendant 30 minutes de poser une perfusion à une patiente. Et là il entend dans le couloir une famille qui parle et qui dit waouh, merci les médecins, franchement grâce à eux je me sens bien mieux. Il y a vraiment une grosse discussion qui se fait dans le couloir avec une éloge sur les médecins. Et en fait là ce qu'il comprend Ali Abdaal, c'est qu'il est en train de se dire attends, j'ai fait des études pour devenir médecin et aujourd'hui je suis en train de poser une perfusion à une patiente pour qu'elle se sente mieux après une grosse opération, et je suis en train de me plaindre parce que je devais être dans la voiture pour rentrer chez moi. Il n'y a pas un problème. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il faut changer totalement notre perception de chacune de nos tâches. Là, Ali Abdaal, il ne doit pas aller poser cette perfusion. Ce qu'il faut changer, c'est qu'il choisit d'aller poser cette perfusion parce qu'il est médecin, c'est une passion, et que là, il choisit d'aller rassurer la dame et lui poser une perfusion pour qu'elle se sente mieux. Et tu vas voir, transformer je dois en je choisis
va transformer littéralement tes journées. Et pour finir cette notion de pouvoir, je vais essayer de te présenter les différents spectres de la motivation. Donc on va avoir la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, c'est récompense et punition, approbation sociale, objectif de performance. Donc ça, c'est quelque chose qui est extérieur, ou le nom extrinsèque. Et tu vas avoir les motivations intrinsèques, qui est accomplissement perso, curiosité et apprentissage et développement perso. Aujourd'hui, tu dois surtout te concentrer sur des motivations qui sont intrinsèques. Pourquoi ? Parce que ces motivations intrinsèques vont être intimement liées à tes valeurs. Le fait d'avoir une motivation intrinsèque sur un projet ou plusieurs va te donner de meilleures chances de réussite pour ce projet. Les motivations intrinsèques, très clairement, vont être liées à tes valeurs. Ça, on va y revenir plus tard, ne t'en fais pas, parce que c'est encore un peu vague pour le moment. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, toutes les motivations qui vont être liées à tes accomplissements perso, curiosité, apprentissage, développement perso, ça va être les plus importants. On passe ensuite aux gens, l'énergie du relationnel. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Les gens vont avoir un très grand impact sur notre productivité et sur nos journées. On s'en rend pas compte, mais des fois, faire un ménage parmi nos proches, ça pourrait faire un peu de bien. Je suis désolé pour cette phrase, mais tu vas comprendre tout de suite pourquoi l'énergie du relationnel va être très importante pour ta productivité. On va commencer par quelque chose d'un peu plus gai quand même, la camaraderie. Aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves dans un groupe où tu es en compétition. Par exemple, peut-être que tu es en études de médecine, que tu es en BTS, où en fait, tu as un concours, où tu es en opposition avec d'autres étudiants. Le problème en fait qu'on va avoir, c'est qu'en médecine, Ali Abdaal nous raconte qu'il y a carrément des étudiants qui étaient capables de prendre tous les livres de la bibliothèque sur un sujet pour pas que les autres puissent les emprunter et apprendre sur ce sujet. Pour te dire vraiment, on est vraiment timbré. Aujourd'hui, on n'a pas cette notion de camaraderie, de groupe d'études, de demander de l'aide à des étudiants qui sont peut-être déjà passés par là. Cette notion de camaraderie va nous permettre d'avancer énormément dans nos projets, mais surtout être beaucoup plus productif. Parce que grâce aux autres, on va pouvoir avancer sur des sujets que jamais tout seul on aurait pu faire. La camaraderie, c'est tu gagnes, je gagne. On va avoir la synchronisation. Aider les autres aujourd'hui apporte plus de bonheur que vous ne le pensez. De plus, si vous aidez souvent, on vous aide en retour. La synchronisation, c'est quelque chose qui va être lié directement aux 8 domaines de vie. Donc, je te laisse rejoindre la communauté pour comprendre ce qu'est les 8 domaines de vie. Mais les 8 domaines de vie, en fait, on va avoir cette notion de aider les autres. Quand tu regardes aujourd'hui les personnalités, les célébrités, elles ont tout. Des fois, la famille, l'argent, tout ce qui peut vraiment créer le bonheur, ils l'ont. Sauf le fait d'aider. C'est pour ça qu'ils vont se lier directement à des associations, ils vont aider peut-être la planète, l'écologie, ils vont vraiment être actifs dans ce domaine-là parce que le fait d'apporter du bonheur, de donner du bonheur, de donner des choses, nous apporte énormément de bonheur en retour. Je pense que tu t'es déjà fait cette réflexion où tu as peut-être aidé un sans-abri. Le fait de lui donner cet argent t'a aussi apporté énormément. C'est cette notion de synchronisation qu'il faut comprendre. On va avoir la gentillesse, prendre le temps d'aider et de remercier les autres. Un simple geste peut changer une journée et la vôtre au passage. Peut-être que dans le train ou autre, tu as déjà vu une personne peut-être sourire, qui t'a fait un petit geste sympa. Et en fait, le fait de faire ce geste, cette personne a changé ta journée. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette personne a aussi changé la sienne. C'est-à-dire que d'apporter du bonheur aux autres, comme on l'a vu dans la synchronisation, nous apporte également du bonheur. Apporter du bonheur à quelqu'un va t'en apporter en retour. Faire un petit geste juste sympa. T'appelles ta maman, t'appelles un proche, un ami. Voilà, franchement, merci. Grâce à toi, j'ai pu réaliser telle chose. Donc, j'ai pris le temps aujourd'hui de te faire ce message. Et là, tu vas voir que ce petit geste-là va même renforcer votre amitié. Donc, ça peut être vraiment très cool. On a l'aide, donc qui est toujours liée aux gens. Effet Benjamin Franklin. Une personne qui a déjà fait une faveur à une autre personne a plus de chances d'en faire une seconde que si elle avait reçu une faveur de cette autre personne. Quand on demande de l'aide à quelqu'un, le problème, c'est qu'on a l'impression de lui prendre du temps et que ça va le gêner. Alors que pas du tout. L'effet Benjamin Franklin, c'était deux concurrents en termes de politique, Benjamin Franklin aux États-Unis. Deux concurrents directs. Ces deux concurrents-là, Benjamin Franklin et l'autre, qui étaient opposés à son programme, voulaient même pas se parler. C'est-à-dire que pour eux, c'était impossible de se parler, ils pouvaient pas être amis, c'était impossible, ce qui est normal en politique. Et en fait, Benjamin Franklin, à un moment, pourquoi, on ne sait pas, a demandé de l'aide sur un ouvrage que son opposant avait et il lui a dit: est-ce que tu pourrais me le prêter? Je te le rends franchement au plus vite dès que j'aurai terminé ce livre. Et cette personne, sa réaction a été vraiment assez dingue, c'est qu'elle a été très heureuse de lui donner. Et en plus de ça, c'est que dès que Benjamin Franklin avait terminé cet ouvrage, il lui a dit que franchement, il avait adoré l'ouvrage et que c'était très sympa de sa part de lui avoir prêté. Et après tout ça, ils sont devenus amis. C'est assez dingue, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'aide aujourd'hui peut apporter énormément. Aujourd'hui, demander de l'aide sans dire: ouais, je suis désolé de prendre ton temps, non, faut y aller direct. C'est-à-dire que j'ai besoin de ton aide. Franchement, là, je suis dans l'impasse, je suis en train de monter un business, je suis en train de réviser mes cours, j'ai besoin de ton aide.
qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et là, vous allez voir que toutes les personnes qui vont répondre, en grande majorité, vont être très très heureuses de vous aider. On va finir du coup avec la communication. Donc avoir une communication active et constructive. Ça, j'en parle pour énormément de personnes. La communication, c'est très 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 important. Et c'est une principale cause pour les couples, même dans la vie de tous les jours, la communication, c'est quelque chose de très complexe. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on va être obligé, à chaque fois, et je dis bien obligé, d'avoir une communication constructive et active. Quand on dit active, c'est quand quelqu'un vous dit « Waouh, j'ai réussi à obtenir ce job que je rêvais depuis super longtemps », là, on va avoir plusieurs réactions. On va avoir la personne qui va être un peu égoïste, qui va dire « Oh, ok, cool, mais du coup, comment c'est possible? Enfin, je veux dire, tu vas plus venir aux soirées, tu vas plus venir tout ça. » Là, on va avoir une communication qui est très très égoïste. Ensuite, on va avoir la personne qui va être un peu passive, qui va dire ouais, franchement bravo, elle va hocher les épaules puis elle va passer à autre chose. Et pour finir, on va avoir la personne qui va être active et constructive. Active, en gros, on va être surpris, on va dire waouh, franchement bravo à toi, c'est génial ce que tu as fait. Et constructive, tu le mérites vu le travail que tu as fourni. Ici, en disant tu le mérites vu le travail que tu as fourni, on se met à la place de l'autre personne, on lui fait comprendre que ouais, on a vu le travail que cette personne avait fourni, on le souligne et là, ça va renforcer énormément vos liens. Et la communication active et constructive, c'est quelque chose que vous êtes obligé, pour moi obligé, d'utiliser partout où vous allez, que ce soit pour votre job, vos proches, vos amis. Cette notion d'active et constructive, elle est très 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 importante. On a terminé la première partie de Feel Good Productivity, donc vous voyez, c'est déjà un bon gros morceau. On a vu déjà pas mal de choses. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus pratique. C'est des choses vraiment que vous devez mettre en place dès maintenant. Donc là, vous voyez, on a été à la source de la productivité. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus pratique que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant. Bien sûr, il y a des concepts là-dedans que vous devez mettre en place dès maintenant. On commence avec lever les obstacles. Donc, comment on va réussir à lever les obstacles devant nous? Parce que quand on veut monter un projet de maison, quand on veut réussir un concours, la montagne, elle est énorme. Comment on va faire pour lever chaque obstacle? Ali Abdaal commence avec une vidéo qui est très très connue. How bad do you want it? C'est une vidéo qui a fait plus de 50 millions de vues sur YouTube. Et cette vidéo-là, elle est très, très, très impactante. Pour résumer cette vidéo simplement, c'est une personne qui souhaite devenir riche à tout prix. Et en fait, elle va demander à un gourou de la réussite de lui permettre d'atteindre son objectif à tout prix. À ce moment-là, ils sont sur la plage et le gourou, il va lui dire « Commence à marcher vers la mer là-bas ». Là, du coup, la personne, elle dit « Ok, je vais marcher ». Et cette personne arrive à les pieds dans l'eau, commence à marcher plus loin. Et là, le gourou, il dit, vas-y, continue, marche encore plus loin, va dans l'eau. Jusqu'au moment où cette personne se retrouve à n'avoir plus pied du tout. Et là, le gourou rejoint cette personne et commence à la noyer. Et là, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'il commence à suffoquer totalement. Il lui enlève la tête de l'eau et le soutient et lui dit, si aujourd'hui tu t'acharnes dans ton business, autant que tu t'acharnes à essayer de retrouver l'air comme tu l'as fait aujourd'hui, tu vas réussir à 100%. Je comprends que ce soit un peu direct, mais ce que tu dois comprendre là, c'est l'acharnement. Le fait de s'acharner à tout prix pour retrouver l'air et faire réussir notre business, nos études à tout prix. Maintenant, comment lever les obstacles? Parce qu'on va avoir deux choses qui sont bien différentes, la motivation et la discipline. La motivation et la discipline, ça va être deux choses bien différentes parce que dans tout projet, on va commencer dans un premier temps avec de la motivation. Sauf que cette motivation, elle est éphémère. Je pense que tu as déjà eu des résolutions au 31 décembre, tu t'es dit je vais aller à la salle de sport, je vais manger sainement, je vais réussir tous mes projets, je vais être productif pendant toute la journée, je vais lire 100 livres cette année. Et au fur et à mesure du temps, tu comprends que au bout de 2 semaines, t'en as plus trop envie. Et en fait, ce que tu as vécu là, c'est cette motivation éphémère. Tu commences avec la jauge de ta motivation qui est au max. Et au fur et à mesure, il y a une autre jauge qui va devoir se remplir, c'est la volonté. Et la volonté, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est avoir de la discipline. Comment on fait pour avoir de la discipline? Là, je t'ai mis ce signe plus grand que, parce que la discipline aujourd'hui, la motivation, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que la motivation. Mais comment être discipliné? Comment faire pour aujourd'hui réussir tous ces projets et les faire perdurer sur le long terme? Là, Ali Abdaal, ce qu'il a fait, c'est tacler tout ça. Il nous a fait comprendre que oui, il y a la discipline, mais attends un peu. Quand tu commences un projet, oui, t'es très très motivé. Tu vois, cette partie-là, pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour les plus téméraires, t'es motivé et ok, tu vas à la salle de musculation. Tu vas avoir cette notion de discipline. À chaque fois, tu vas être discipliné, ok, très très bien, mais arrivé à un moment, tu vas quand même procrastiner. Ensuite, tu vas avoir la discipline qui va prendre le relais, qui est obligatoire parce que la jauge de motivation est au plus bas. Donc, tu vas être discipliné pendant un certain temps. Et arrivé à un moment, tu vas quand même procrastiner. C'est-à-dire que tu vas moins aller à la salle, tu vas moins réviser, tu vas être moins productif, tu vas moins lire de livres. Et là, il y a quelque chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi? Pourquoi chaque projet qu'on veut lancer, chaque révision, chaque concours, on finit par procrastiner de manière générale? La procrastination, c'est un sujet où on pourrait parler pendant 1 heure, pendant une vidéo, même plus, écrire un livre comme ça sur la procrastination. La procrastination, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et dire à un procrastinateur de foncer,
Reviens à dire à une personne atteinte de dépression, souris, la vie est belle. Si tu es procrastinateur aujourd'hui, t'inquiète pas, Ali Abdaal est là pour toi. Et on va essayer de voir comment réussir à éviter cette procrastination et réussir chacun de nos projets. On commence tout de suite avec viser la clarté. On va voir 6 choses en tout. L'intention du commandement, les 5 pourquoi, l'objectif pas à pas, boule de cristal, attention de mise en œuvre et bloquer du temps. L'intention du commandement. Donc là, je t'invite vraiment à prendre des notes parce que ça va être très intéressant. Nous devons tout savoir sur la raison d'être de ce projet. Connaître le réel objectif. Que je te raconte une petite histoire. Pendant la guerre 14-18, quand il y a eu le débarquement, les commandants ont prévu un projet énorme, le débarquement. Il fallait que des troupes arrivent en parachute sur certaines villes stratégiques pour que des villes soient nettoyées et derrière que le débarquement se passe de la meilleure des façons possibles pour que les troupes au sol puissent atteindre leurs objectifs. Le problème, c'est que les soldats en parachute sont arrivés au mauvais endroit. C'est-à-dire que des groupes entiers, des compagnies, se sont retrouvés avec d'autres compagnies que de base, ils ne devaient même pas être avec eux. Donc à ce moment-là, ils se sont posé la question, mais attendez, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que moi de base, je devais aller là-bas, vous deviez aller là-bas, et là on se retrouve au même endroit. Comment on fait? Et cette intention du commandement, c'est de connaître la raison d'être du projet. La raison d'être pour tout le monde, c'était libérer les villes. Et ce qui a été génial à ce moment-là, c'est que tous les soldats savaient ce qu'ils avaient à faire au fond d'eux. Même si les projets des commandants avaient totalement été détruits, parce que pour le coup, le projet d'atterrir dans les bonnes villes et de laisser place au débarquement avait foiré, et très clairement, comme vous le connaissez aujourd'hui, le débarquement s'est très très bien passé grâce à cette intention du commandement. Maintenant, on va voir les 5 pourquoi. Si tu as trop d'incertitudes sur quelque chose, pose-toi 5 fois pourquoi. Un enfant, quand il va commencer à découvrir le monde, il va te poser plein de fois pourquoi, pour aller à la source du problème. Parce que quand on pose une question, souvent on reste à la surface. On regarde le haut de l'iceberg, alors qu'il y a plein de choses à découvrir en dessous. Et pour ça, pour chaque problème, dans une entreprise, dans tes études ou autre, tu vas pouvoir te poser ces 5 pourquoi. Pourquoi aujourd'hui Stéphane a été bizarre pendant le call? Il a été bizarre parce que il a eu des soucis avec telle personne. Ok, pourquoi il a eu des soucis avec cette personne? Parce que cette personne elle a été un peu bizarre avant le call. Ouais, mais pourquoi elle était bizarre avant le call? Parce que machin et ainsi de suite. Et en fait, plus ça va, plus tu vas dans la source du problème. Et c'est là que ça commence à être plus intéressant et tu commences à retirer cette brume qu'il y a en face de toi. On va avoir ensuite les objectifs pas à pas. Donc il y a 2 types d'objectifs. Peut-être que tu connais déjà SMART, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Cet objectif-là a pour objectif de te permettre d'avoir des objectifs qui sont bien plus clairs. Cette manière de faire, de mettre en place des objectifs qui sont SMART, te permet d'avoir un maximum de chances de les réussir. Et ensuite, tu vas avoir la méthode de Ali Abdaal qui est de pas à pas. Donc, lequel choisir pour bien les fixer. Donc, l'objectif pas à pas, il permet d'avoir des objectifs qui sont proches, actuels, à notre portée et stimulants. Ici, quand tu dois placer un objectif, la plupart du temps, tu vas avoir des objectifs qui sont trop lointains. Tu vas te dire, moi, ce que je veux, c'est apprendre une langue. Ok, c'est quoi l'objectif le plus proche? Passer 10 minutes tout de suite à faire de l'anglais, qui est actuel, à notre portée, 10 minutes c'est à notre portée, et il est stimulant, parce que faire 10 minutes d'anglais aujourd'hui sur une application qu'on ne connaît pas, c'est stimulant. On a cette curiosité, donc on revient vraiment à cette notion de curiosité ici, cette notion d'enfance, tout est lié dans tous les cas dans ce que Ali Abdaal vous dit, à notre portée et stimulant. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser une application, une plateforme que j'utilise et que j'adore, c'est TimeStripe. Et en fait, tu vois, tu as une vision globale de tes projets. Tu as tes objectifs de vie, tes objectifs à l'année, et tes objectifs mensuels. Donc là, tu vas plutôt utiliser la méthode SMART. Ok, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ici, tu dois te mettre tous tes objectifs. Ici, SMART. Et ensuite, pour les objectifs de la semaine et d'aujourd'hui, tu vas plutôt utiliser des objectifs pas à pas. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, c'est un objectif qui est proche, actuel, qui est à ta portée et qui est surtout stimulant, ok, qui doit être lié vraiment à tes valeurs et à tes projets. Donc pour conclure cette partie objectif pas à pas, on avait tendance plutôt à même pas des fois utiliser la technique SMART, donc je t'invite vraiment à t'intéresser à cette partie-là SMART, mais surtout pour ceux qui utilisent déjà le SMART, on n'avait pas cette notion de pas à pas, d'avoir des objectifs qui sont très très proches, actuels, stimulants et à notre portée. On a ensuite la boule de cristal, donc le fait de visualiser, de tenter de connaître les obstacles avant qu'ils arrivent. Préparer le cerveau, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez. Notre cerveau, il fait pas la différence entre réel et imaginaire. Pour utiliser cette faculté-là, ce qu'on va faire, c'est s'imaginer réussir le projet, s'imaginer en train de le faire. Et le fait de faire ça va nous permettre de découvrir des obstacles qui vont avoir lieu pendant notre projet. Et les déterminer va nous permettre d'être plus aptes à ne pas abandonner pendant notre projet et à surtout les survoler. Grâce à ça, tu vas connaître les obstacles avant tout le monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, quand tu connais déjà ce qui va arriver, c'est comme dans un jeu, tu sais déjà où se situent tous les obstacles, c'est beaucoup plus simple de pouvoir les survoler. Là, c'est la même chose. Pour ton projet, tu vas connaître tes obstacles et tu vas du coup pouvoir les survoler. Donc cette notion de boule de cristal est vraiment très très intéressante. Ensuite, on va avoir l'intention de mise en œuvre. Le fait de mettre en place une habitude est compliqué. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est le si alors.
quand vous voulez mettre en place une habitude ou quand vous voulez mettre en place une tâche et que vous ne savez pas si vraiment vous allez réussir à le faire, on va mettre en place un déclencheur. Des habitudes, on en a déjà mis en place naturellement, c'est le brossage de dents, par exemple. Tout le monde connaît le brossage de dents, j'espère. Imaginons, tu as envie de remplir un journal le soir parce que le fait de faire du journaling, ça te plaît. Et tu as envie de résumer ta journée et voir ce qui s'est passé pendant ta journée juste avant de te coucher. Pour éviter d'oublier cette tâche, parce que c'est pas encore ancré comme une habitude, ce que tu vas faire, c'est si je me brosse les dents ce soir, je te le conseille de le faire, c'est vrai que mon exemple est pas top, alors je vais remplir mon journal. Donc en fait, à chaque fois, tu vas mettre un déclencheur. Si je fais ça, alors je ferai ça. Et ça va t'aider à réussir à maintenir cette habitude. Et pour finir, bloquer du temps. Donc notre temps est précieux et le bloquer pour tes projets que l'on souhaite réaliser est la meilleure façon d'être libre. Souvent, on a l'impression que d'avoir un planning sur mesure, vraiment au temps près, minute près, c'est nous enlever de la liberté. Sauf que c'est complètement l'inverse. Le fait d'avoir un planning sur mesure nous permet d'être libre totalement de toutes nos actions. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que quand on est avec nos proches, on n'est pas 100% avec nos proches. On est encore à penser, okay, ah mince, j'ai mal révisé mon examen de demain, c'est sûr que je vais avoir une mauvaise note. Donc à chaque fois, vous êtes à 50% voire moins avec vos proches. C'est-à-dire que vous êtes à 50% quand vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de penser à autre chose, vous faites autre chose, vous pensez à vos proches, peut-être que vous êtes en train d'écouter de la musique, enfin, vous faites vraiment plein de choses en même temps, ce qui fait que vous n'êtes pas à 100% sur votre tâche. Et quand vous êtes avec vos proches, pareil, vous n'êtes pas à 100%. Bloquer du temps va nous permettre de, ok, là, pendant 1 heure, je dois me mettre sur cet examen. Et comme ça, dans 1 heure, je pourrais être à fond, à 100% sur écouter de la musique, faire ma passion, sortir avec mes potes ou autre. Et cette notion de bloquer du temps nous permet d'être beaucoup plus libre dans nos journées. Être libre surtout émotionnellement. Le fait de plus penser, on est fier de nous, on a révisé pendant 1 heure. Ok, maintenant, je suis à 100% avec mes potes, à 100% avec mes proches. Maintenant, on va passer à la partie oser. Ici, on va voir 6 choses très importantes dans cette partie qui va être l'amygdale, les peurs, l'identité, la méthode 10-10-10, le projecteur et la confiance. Donc, vous voyez, chacune de ces parties, je pourrais faire une vidéo. Très clairement, c'est abuser la valeur qu'on peut avoir dans ce livre. Donc, chaque partie, je pourrais faire une vidéo et je pense que si tu veux, tu peux me mettre en commentaire si ça t'intéresse d'avoir une vidéo par partie parce que là, c'est vrai que je survole un petit peu. Mais le but, c'est que chaque domaine, chaque concept que je vais te donner, le but, c'est que tu puisses le mettre en place pour toi. Donc, on commence avec l'amygdale. Donc, l'amygdale, c'est ce que tu vois juste ici, qui est en orange, un peu en orange foncé. En fait, l'amygdale, c'est cette partie-là qui va nous permettre de survivre. Pour résumer, c'est cette notion de danger. À chaque fois que tu vas avoir du danger, l'amygdale va se mettre en place et va te faire comprendre que traverser la route alors que le feu est vert pour les voitures, c'est chaud. Le problème, c'est que l'amygdale, des fois, va se mettre en place pour des choses en fait pas concrètes. Et ça va être des choses totalement illusoires. Et ça va nous empêcher de prendre des risques et de mettre en place nos différents projets. Si toi aujourd'hui, tu as des peurs, peut-être, je sais pas moi, tu n'as pas envie de lancer ce projet pour certaines peurs, on va le voir juste après avec l'étiquetage. Ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que l'amygdale, des fois, va être totalement illusoire et va t'empêcher de réaliser tes projets. Garde ça en tête et on passe tout de suite à la suite avec ces notions d'étiquetage. Donc, tu vas voir le fait d'étiqueter tes peurs et le fait d'étiqueter ton identité. Donc, on commence avec les peurs. Donc, la première étape, c'est quelle peur aujourd'hui j'ai pour ne pas lancer mon business? Quelle peur aujourd'hui j'ai pour ne pas réviser? Le fait d'identifier ces peurs te permet de faire le premier pas et de les combattre. Et tu vas avoir, pareil, le fait d'étiqueter ton identité. Donc aujourd'hui, a un impact énorme sur ta façon d'agir au quotidien. Donc on a l'effet identité criminelle. Il y a une expérience en fait qui a été réalisée sur le fait de donner une étiquette aux criminels. Parce que chaque personne qui démarrait leur vie et on leur donnait cette étiquette de criminel parce que ils ont peut-être fait quelque chose qui n'était pas très beau. On leur donnait cette étiquette de criminel et en fait, juste après, durant leur vie, ils avaient en majorité des chances de ne pas respecter réellement les règles. Ici, le fait d'étiqueter notre identité va nous permettre en fait de savoir réellement qui on est et va nous permettre d'entrevoir les valeurs qu'on veut avoir. Donc l'action à réaliser dès maintenant, c'est dans un premier temps, si tu as peur de réviser, c'est te dire mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'ai peur de te mettre à réviser? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai peur d'aller voir telle personne? Ensuite, on va avoir cette notion de 10-10-10. Donc est-ce que ce qui se passe maintenant va m'impacter dans 10 minutes, dans 10 semaines et dans 10 ans. Imaginons tu es à un repas de famille et tu fais une blague pas top. Et là, tu te rends compte que personne n'a aimé ta blague, que tout le monde fait un peu la tête et tu te dis aïe, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, tu peux utiliser la règle des 10-10-10. Dans 10 minutes, est-ce que ça va avoir un impact? Là, tu peux te dire que oui. Dans 10 minutes, tu vas être toujours peut-être dans la même situation. Ça va être chaud. Est-ce que dans 10 semaines, tout le monde va se souvenir de ta blague? Ça va commencer à s'atténuer et puis même toi, tu vas te dire
Tu vas l'oublier. Et est-ce que dans 10 ans, cette blague va vraiment impacter ta vie? Et là, tu comprends que pas du tout. Franchement, cette blague, elle va impacter en aucun cas ta vie. Donc, tout va bien. Cette méthode des 10-10-10 te permet à chaque fois de t'extraire un maximum de cette peur. C'est intimement lié au projecteur. C'est-à-dire que nous avons tous l'impression que tout le monde nous juge, tout le monde nous regarde. Et Ali Abdaal, dans son livre, il parle d'un dîner en famille. C'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple avec la blague. C'est qu'il était en famille et il a fait une blague. Et en fait, personne n'a répondu. Et on entendait les bruits des couverts, tout ça. C'est un peu bizarre. Et là, il se disait, mais attends, ma blague, elle n'est pas passée du tout. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, il a utilisé la méthode des 10-10-10. Donc, il a compris que ça allait. Mais ce qu'il a compris surtout après le dîner, c'est qu'il a parlé avec une amie. Et cette amie-là lui a dit, ah, mais moi, j'ai pas du tout entendu ta blague. Moi, je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de manger. Enfin, j'ai pas fait attention. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que on a toujours cet effet du projecteur. On a toujours l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge. Alors que pas du tout. Là, je suis en train de faire une vidéo YouTube. La dernière chose à laquelle je pense, c'est qu'on me juge. Je m'en fous. C'est-à-dire que les gens, ils vont passer sur ma vidéo, ils vont se dire, bah ok, c'est bien, c'est nul, je mets un pouce, je mets pas de pouce. D'ailleurs, si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça pourrait faire plaisir. Mais si quelqu'un dit ma vidéo était nulle, bah franchement, c'est pas ce qui va me faire le plus peur. C'est pas quelque chose qui va m'impacter directement. Parce que quelqu'un qui va dire aujourd'hui, bah ta vidéo elle est nulle, bah je vais faire la méthode des 10-10-10, bah franchement dans 10 semaines, ça va avoir aucun impact sur mon projet. Et pour finir, la notion de confiance, l'équation de la confiance. On a déjà vu un petit peu la confiance dans le pouvoir, mais là on va la voir avec une notion un peu plus mathématique, qui est l'équation de la confiance. La perception des aptitudes moins la perception des standards. Aujourd'hui, notre confiance est liée à cette formule-là, à cette équation. On va toujours comparer nos aptitudes aux standards. Imaginons, la moyenne de la classe, elle est de 12. Bah, si on a 12, on va se dire, ok, ça va. Si par contre on a 9, on va se dire, on est nul. Notre confiance en nous, elle va baisser parce qu'on est en dessous des standards. Par contre, si on a 16, on va se dire, ok, je suis une personne intelligente, pas de souci. Donc, cette notion-là d'équation de la confiance, elle fonctionne pour tout. On a toujours envie de comparer nos aptitudes aux standards. Et ça, faut vraiment faire attention parce que toute aptitude est améliorable. Et pour finir, l'effet Batman. Donc Rachel White, à l'université de Pennsylvanie, a réalisé une expérience sur un groupe d'enfants. Pour tout le groupe, leur a demandé de réaliser une tâche difficile, mais s'ils ne veulent pas, ils peuvent partir sur une tâche plus agréable. Faut imaginer qu'il y avait vraiment deux tâches proches, très proches, et tous les enfants arrivaient d'abord sur la tâche difficile. Elle a séparé le groupe en deux, et pour le premier, elle leur a rien dit, et pour le deuxième, elle leur a donné la consigne de choisir de s'identifier à leur super-héros préféré. Et là, pour le coup, ce qui est vraiment dingue, c'est que le résultat, c'est que le groupe qui s'est identifié au super-héros ont fait preuve d'une grande maîtrise de concentration et de persévérance comparé à l'autre groupe. Quand je vous ai dit au tout début, liez-vous à un personnage. Bah là, on va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que le but, c'est de vous identifier à une personne que vous respectez énormément. Vous adorez ses travaux, vous adorez peut-être ses performances sportives ou autres. Et le but, c'est de vous identifier à cette personne pour vous permettre d'oser. Je peux vous prendre l'exemple d'Adèle, la chanteuse très connue, Hello. Peut-être que tu connais son titre. Aujourd'hui, tu dois à chaque fois te mettre à la place d'une autre personne. Et Adèle, elle a inventé une personne qui, je crois, s'appelle Rachel Carter. Et Rachel, ça avait le nom d'une personne qu'elle aimait beaucoup pour sa confiance en soi. Et Carter, c'est une des célébrités très connues. Peut-être que je dis des bêtises. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les deux personnalités réunies lui permettaient en fait d'être une autre personne pour lui permettre de moins stresser quand elle allait monter sur scène. Et quand elle montait sur scène, elle n'était plus Adèle, elle était Rachel Carter. Et le fait d'être cette personne-là nous mettait un genre de voile devant nous et nous faisait croire qu'on était une autre personne et qu'il fallait que du coup qu'on agisse en conséquence. Et ça, c'est plutôt cool, c'est l'effet Batman. C'est le fait de s'identifier à quelqu'un nous permet d'atteindre des objectifs que jamais nous-mêmes on aurait atteints. Et le fait de nous mettre dans cette peau-là d'une personne nous permet de réaliser nos projets bien plus facilement. Ali Abdaal, lui, il met toujours ses lunettes parce qu'il a commencé à faire cet effet Batman. Il met ses lunettes pour s'identifier à une personne qu'il adore. Et le déclencheur, c'est je mets mes lunettes et je démarre. Et quand il mettait ses lunettes, ça y est, il était une autre personne. Et il pouvait du coup faire ses vidéos YouTube. Mais normalement, ces lunettes, elles sont faites juste pour les écrans ou autres. Et du coup, il les met partout. Parce que pour l'aider, il met toujours ses lunettes pour être cette personne qui lui permet d'oser dans ses projets. On a terminé avec la partie oser. Et il ne reste plus que ces deux parties-là sur se lancer et se préserver. Donc se lancer, ça va être une partie assez rapide. Mais se lancer, c'est quelque chose de très compliqué. Dans votre bureau, on va essayer de limiter un maximum la friction. Quand vous êtes en train de réviser ou autre, le but, c'est d'avoir simplement un PC et d'éviter d'avoir le tel ou autre distraction à porter. Donc là, vous voyez, il faut comprendre qu'il y a juste le PC. Donc notre cerveau, il va avoir des choix par défaut. À chaque fois dans la journée, notre cerveau, il prend 95% de nos choix. Ces choix sont souvent des choix par défaut. Imaginons, vous avez votre téléphone qui est à portée de main et vous en avez marre de la tâche que vous êtes en train de réaliser. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez commencer à scroller sur les réseaux sociaux. Alors que si vous avez aucune distraction autour, le seul choix que votre cerveau peut faire, c'est continuer la tâche. Pour limiter cette friction inutile et vous aider à travailler, adaptez votre environnement.
Pour cela, rien de plus simple pour travailler qu'un PC, un bureau et un siège. Résultat, vous limitez un maximum les distractions et votre cerveau n'a plus que le travail comme distraction. Ensuite, comment on va faire pour franchir chacune des montagnes, essayer de démarrer un projet, parce que c'est toujours très difficile de démarrer un projet. On va utiliser la règle des 5 minutes. Dans tout projet, dans toute tâche, le plus difficile, ça va être de démarrer la tâche. Le fait de démarrer chaque chose, de faire le premier pas, c'est toujours compliqué. Même dans les relations amoureuses, c'est toujours compliqué. Et bien la règle des 5 minutes, elle est très simple. C'est que vous vous dites, là, il faut que je révise tel chapitre sur tel sujet. Et ce que tu vas faire du coup pour ce chapitre, c'est te mettre 5 minutes minimum sur ce sujet. Donc en gros, tu vas ouvrir ton cahier, tu vas t'y mettre 5 minutes et tu vas voir que 80% du temps, tu vas continuer. Et c'est là que c'est génial. C'est pas en majorité du temps, c'est pas à 100%. Mais ce qu'il faut que tu comprennes là, c'est que la règle des 5 minutes va te permettre de démarrer une tâche. La démarrer et de faire le premier pas. Parce que le plus dur dans un projet, c'est pas de le faire continuer à rouler. Quand tu es déjà dans la tâche, c'est facile de continuer. C'est très difficile de faire démarrer le projet. Et c'est pour ça que la règle des 5 minutes va être très importante. Pour comprendre un peu plus le fait de se lancer, on va avoir différentes choses à faire. Pour démarrer un projet, donc tu as compris qu'on utilise la méthode des 5 minutes. Ensuite, pour continuer ta journée et continuer à être productif, dès que tu vas avoir terminé la tâche, peut-être que tu auras passé 1 heure sur ce cours, ce chapitre, tu vas te dire, ok, j'ai terminé, là je suis mort, c'est compliqué, comment je vais faire pour continuer à réviser alors que je m'étais dit que j'allais bosser que 5 heures. Et bien là, en fait, tu vas te dire, ok, c'est quoi la prochaine étape? Là, je viens de réviser ce chapitre, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je dois mettre à ça? Est-ce que je dois mettre à ça? Ok, c'est cette prochaine étape. Tu refais la règle des 5 minutes. Clac, 5 minutes, tu t'y remets. Et tu fais continuer surtout ta route. Et le fait de faire continuer ça comme ça va te permettre d'éviter de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, c'est foutu. La roue s'arrête et il va falloir refaire à chaque fois la méthode des 5 minutes et refaire démarrer la roue. Et là, c'est compliqué. La troisième chose qui peut t'aider à continuer de te lancer ou continuer un projet, c'est d'avoir un partenaire. Personnellement, j'ai un partenaire de travail où toutes les semaines, on va rendre des comptes. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va dire ce qu'on va faire cette semaine et ce qu'on a fait la semaine dernière, si nos projets, nos tâches ont bien été réalisés. De faire ça nous apporte un peu plus de motivation et ça nous permet surtout de réussir à continuer nos projets. Et pour finir, le fait de pardonner, se focaliser sur les petites victoires et se féliciter pour chacune d'entre elles. C'est-à-dire que même si à la fin de la journée, t'as pas réussi à réviser tout ton cours, tu peux te féliciter parce que t'as pas révisé tout ton cours, ouais, mais t'as révisé 15 chapitres. Et ça, c'est pas rien. T'aurais pu rien faire, t'aurais pu te mettre sur Netflix, comme peut-être la plupart de tes potes. Se pardonner, se concentrer sur les petites victoires, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour finir, sur se lancer, on a le fait de traquer les tâches. Tout ce qui est mesurable peut être amélioré. Et pour comprendre notre travail, nous devons le mesurer et pour cela, rien de mieux que Toggle Track afin de traquer chaque temps que nous mettons pour réaliser une tâche. Le fait de traquer, ça fait partie du process et ça va nous permettre en fait de savoir combien de temps on met pour réviser. Et comme ça, plus tard, on saura que j'ai besoin de tant de temps pour réviser tant de chapitres. Et c'est là que ça va être un peu plus puissant. À la fin de chaque journée, quand on n'a pas fini une tâche, souvent on se dit « Oh, j'ai été nul, j'ai pas réussi à terminer, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, c'est juste que vous n'avez pas eu assez de temps. Pour le coup, il faut traquer vos tâches et vous dire « Ok, pour un chapitre, il me faut une demi-heure. Si je veux réviser 4 chapitres, il me faut 2 heures. » Et pour terminer cette vidéo, le but, ça va être de se préserver un maximum. Donc ici, le but, ça va être d'éviter un maximum la dépression. C'est plutôt cool comme conseil, mais à chaque fois que vous allez devenir productif, c'est un cycle qui se répète. J'ai eu affaire à ce phénomène, c'est-à-dire que plus on est productif, plus on a l'impression que rien que le fait de se mettre 30 minutes sur Netflix, c'est quelque chose qui va nous pourrir la journée. Plus ça va, plus on ne s'autorise pas à réaliser des pauses ou à prendre des congés. Ça peut être très dangereux. Dans une journée, on a tous 24 heures. Et le problème, c'est qu'on a tendance, quand on est très productif, à se mettre plein de tâches pendant notre journée. Sauf que ça, je pense que vous pouvez faire coucou à la dépression très facilement au bout d'un certain temps. La première chose qu'il va falloir comprendre, c'est de dire non à toi, mais de dire non aussi aux autres. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils travaillent, ils vont souvent accepter des projets, des sorties ou autres, sans penser aux répercussions sur les projets en cours. Pensez à votre vous futur qui doit assumer tout ça. Ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que quelqu'un va te dire « Ah, j'aurais besoin de ton aide pour ce projet, il faudra que tu me fasses ça pour dans 2 semaines. » Là, vous allez dire, ok, pas de problème, dans 2 semaines, normalement, je devrais être bien, pas de souci. Et là, ce que tu comprends pas, c'est que dans 2 semaines, tu seras autant submergé qu'aujourd'hui. De faire cette tâche-là dans 2 semaines alors que tu as un examen à faire, tu as un projet en même temps, tu as une entreprise à gérer, tu as tout ça, ça va être compliqué de dire oui. Donc à ce moment-là, cette personne, tu peux lui dire non. Il n'y a aucun souci. On a toujours pensé que dire non à une personne, c'est lui faire du mal. Mais non, vaut mieux lui dire non maintenant que de dire ah bah j'ai pas pu assumer et là en plus la crédibilité pour ton travail a un peu descendre donc c'est dommage. Le fait de dire non maintenant, c'est bien mieux qu'un an plus tard alors que de base tu avais promis que tu allais le faire. Pour ça, pour gérer un maximum au mieux nos journées, va falloir qu'on gère surtout l'énergie qu'on a pendant nos journées. On va classer en fait nos projets dans 2 colonnes, les rêves et les actifs. Les rêves, tu peux en mettre autant que tu veux. Ah, je veux aller à l'île de la Réunion, je veux faire un road trip en Australie, je veux monter une entreprise, je veux monter ma maison. Tout ça, tu peux en mettre autant que tu veux. Les actifs, ça va être les projets que tu as en ce moment, sur lesquels tu vas t'investir chaque jour. Il t'en faut maximum 9
Et je te conseille même d'en avoir beaucoup moins que ça pour vraiment comprendre combien de temps vont te prendre chacun de tes projets. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire de la méditation, écrire un livre. C'est des choses que tu dois faire dans la journée et t'investir en termes d'énergie. On va parler de notion de portefeuille énergétique et le but, c'est de choisir les projets pour lesquels vous voulez investir votre énergie pendant la journée. Nous devons en avoir maximum 9 et ne pas tomber dans le surmenage. Donc le surmenage, c'est le fait d'avoir plein de tâches d'un seul coup et de plus savoir gérer sa journée. Ce que tu dois faire, c'est d'en avoir maximum 9 et de pouvoir accorder du temps à chacun d'entre eux. Le résultat, le simple fait de choisir sur quoi vous allez vous pencher, vous aide à redéfinir vos journées et vos priorités. Donc ça aide énormément pendant tes journées. Et pour finir, donc là tu dois connaître ce petit Pomodoro que tout le monde connaît, pour te faire comprendre comment on va pouvoir gérer ce portefeuille énergétique. Comment on gère du coup l'énergie dans la journée? Tout simplement, on va utiliser la méthode du Pomodoro. Notre cerveau, scientifiquement, en majorité, en moyenne, il va être à fond, maximum de ses capacités pendant 20 minutes. Et après, ça commence à descendre. Donc, à quoi bon continuer de bosser alors que notre cerveau n'est plus avec nous? Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est mettre en place la méthode du Pomodoro. Donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et tu vas me dire, ouais, mais t'avais dit que faire des pauses, c'était un peu chaud parce qu'il va falloir redémarrer à chaque fois ma roue. Ce qu'il faut que tu comprennes par là, c'est qu'il faut faire des pauses qui sont constructives. Pour ça, des chercheurs, James Tyler et Kathleen Burns, ils ont fait une expérience sur l'effet des pauses sur un groupe de 60 étudiants. Ils ont demandé à 3 groupes différents de, dans un premier temps, faire une tâche, de faire un compte à rebours à partir de 2000, de 7 en 7, tout simplement. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Et ensuite, ils leur ont donné une pause différente. Pour le groupe 1, 1 minute, pour le groupe 2, 3 minutes, et pour le groupe 3, 10 minutes. Et ensuite, ils leur ont demandé une autre tâche, c'est de tenir une poignée le plus longtemps possible. Donc c'est une poignée qui avait de la résistance. Et les résultats ont été assez concluants. Donc il n'y a eu pas trop de différence entre le groupe 1 et le groupe 2. Mais la moyenne pour le groupe 1 était de 34 secondes. Et la moyenne du groupe 2 était de 43 secondes. Et pour le groupe 3, 72 secondes. Ce que tu dois comprendre là, c'est que les pauses vont te permettre de régénérer ton cerveau et te permettre de mieux aborder la tâche qui va suivre. Là, ils ont fait l'expérience avec des pauses de 1, 3 et 10 minutes. La plupart du temps, on va plutôt utiliser des pauses de 5 minutes. Mais tu vas pouvoir modeler ici le Pomodoro. Si tu as envie de faire du 25-10, tu peux faire du 25-10. Si tu as envie de faire du 25-3, tu fais du 25-3. Le but, c'est que ce soit un maximum bénéfique pour toi. Pour conclure cette vidéo, si tu as aimé bien sûr cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et dans la description surtout n'hésite pas à rejoindre la communauté Skool où je vais pouvoir te partager toutes ces notions de productivité et d'apprentissage. Donc tu vas pouvoir tout retrouver, tous mes programmes totalement offerts sur la communauté et le but c'est que tu puisses du coup apprendre avec moi. Clique sur le lien et tu verras, tu vas pas être déçu du tout. On a vu énormément de choses aujourd'hui sur ce livre vraiment dingue de Ali Abdaal, Feel Good Productivity. Donc là, tu vois, j'ai vraiment survolé énormément de choses. Mais ce qu'il faut que tu comprennes par là, c'est que chaque domaine que j'ai pu te donner ici, tu peux les appliquer dès maintenant. Dès maintenant, tu peux t'y mettre et te dire, OK, c'est parti. Je mets en place, par exemple, cette partie-là de retour en enfance, dans un premier temps, qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa et qui est très, très, très intéressant. Et chaque point qu'on a vu, chaque concept qu'on a vu ensemble, c'est des choses qui peuvent améliorer ta productivité. Mais ce qu'il faut que tu te mettes en tête là maintenant, c'est que tu dois être dans cette notion de scientifique. Il faut que tu poses des hypothèses. La productivité, c'est quelque chose de très complexe, qui est propre à chacun. Les concepts que tu vas utiliser dès maintenant, c'est des concepts que tu vas pouvoir tester dans un premier temps. Et surtout savoir, est-ce qu'ils sont vraiment bénéfiques pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'ils t'apportent du bonheur? Est-ce qu'ils t'apportent de la productivité? Est-ce qu'ils stimulent ta productivité? Oui ou non? Et si oui, tu continues. Sinon, bien sûr, faut pas se forcer. Parce qu'en te forçant, très clairement, ça va pas être du tout productif. Et tu vas du coup t'enfoncer, je te le souhaite pas, arriver dans cette dépression totale. Ce que tu dois comprendre ici, c'est te mettre dans cette tête d'un scientifique, dans la tête d'un scientifique et te dire ok, qu'est-ce qui fonctionne réellement pour moi? Et pour ça, je peux t'aider du coup dans la communauté, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Bonne réussite à toi.